Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, abordons la question de la solution reposant sur deux piliers, impact et défis pour les pays africains. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois qui portera sur la solution reposant sur deux piliers, impact et défis pour les pays africains. Pour cette chronique, j'aimerais bien m'approprier la juste affirmation du Forum africain de l'administration fiscale, appelé ATAF selon son sigle en anglais, qui dit que l'accord sur les deux piliers repose sur des règles complexes qui posent des défis significatifs de mise en œuvre pour les administrations fiscales africaines. La solution reposant sur deux piliers représente en effet la réforme de la fiscalité internationale adoptée sous l'égide du cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE en juillet 2021. Cette réforme a été largement approuvée par 142 pays, dont plus de 30 pays africains qui ont tous signé l'accord sur la solution reposant sur deux piliers. Pour mieux comprendre ce qu'il en est, je propose de présenter brièvement le contenu de chaque pilier. Le pilier 1 prévoit une répartition des droits d'imposition entre les juridictions fiscales afin de mieux résoudre les problèmes liés aux défis de l'économie numérique. Cela veut dire concrètement que même si une multinationale n'est pas physiquement installée ou implantée dans un pays, ce pays a quand même le droit de prélever l'impôt sur une part des bénéfices si l'entreprise a réalisé des recettes sur son territoire. Le pilier 1 est composé de deux éléments essentiels, à savoir le montant A et le montant B. Le montant A prévoit la redistribution d'une part des bénéfices des plus grandes et des plus rentables entreprises multinationales aux juridictions de marché, c'est-à-dire les pays où sont réalisées les recettes de ces multinationales. D'autre part, le montant B concerne les activités de marketing et de distribution de base auxquelles il préconise d'appliquer le principe de pleine concurrence dans les pays où elles sont réalisées. C'est-à-dire qu'une entreprise doit payer un impôt juste sur les revenus provenant de ses activités de vente ou de publicité locale. Avant de passer à la présentation du pilier 1, je dois préciser que les règles du pilier 1 s'appliquent aux multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 20 milliards d'euros avec une rentabilité supérieure à 10%. Les entreprises du secteur des industries extractives et des services financiers sont exclues du champ du pilier 1. Pour ce qui concerne le pilier 2, il instaure un taux effectif d'imposition minimum mondial de 15% afin d'éviter la concurrence fiscale agressive entre les pays du monde. À l'instar du pilier 1, le pilier 2 comprend deux éléments principaux, à savoir les règles GloBE et les règles d'assujettissement à l'impôt. Les premières garantissent qu'un taux effectif de 15% soit appliqué aux bénéfices mondiaux des grandes multinationales, tandis que les secondes règles permettent aux pays de source de reprendre leurs droits d'imposition sur les revenus d'une multinationale imposés à moins de 9% dans un autre pays. En termes simples, cela veut dire que si un pays ne taxe pas les revenus d'une multinationale ou les taxe à moins de 9%, un autre pays a le droit de taxer encore ces mêmes revenus. Avant de passer à la présentation des règles du pilier 2, je dois préciser que les règles du pilier 1 s'appliquent aux multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 20 milliards d'euros avec une rentabilité supérieure à 10%. Les entreprises du secteur des industries extractives et des services financiers sont exclues du champ d'application du pilier 1. Pour ce qui concerne le pilier 2, il instaure un taux effectif d'imposition minimum mondial de 15% afin d'éviter la concurrence fiscale agressive entre les pays du monde. À l'instar du pilier 1, le pilier 2 comprend deux éléments principaux, à savoir les règles GloBE et les règles d'assujettissement à l'impôt. Les premières règles garantissent qu'un taux effectif de 15%
soit appliqué aux bénéfices mondiaux des grandes multinationales, tandis que les secondes règles permettent aux pays de source de reprendre leurs droits d'imposition sur les revenus d'une multinationale imposés à moins de 9% dans un autre pays. En termes simples, cela veut dire que si un pays ne taxe pas les revenus d'une multinationale ou les taxe à moins de 9%, un autre pays a le droit de taxer encore ces mêmes revenus. Le pilier 2 concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros annuels. Ces entreprises doivent être imposées à un taux effectif de 15%. Maintenant que vous avez compris les règles que renferment les piliers 1 et 2, vous vous demandez certainement quelle est leur finalité. Pour répondre à cette question, je vais vous parler d'abord des objectifs de chaque pilier. Le pilier 1 a pour objectif d'attribuer une part des bénéfices des grandes multinationales aux juridictions de marché, c'est-à-dire les pays dans lesquels sont réalisées ces recettes. À cet effet, les règles du pilier 1 tendent également à actualiser les règles fiscales internationales en tenant compte de la numérisation de l'économie et à rééquilibrer les droits d'imposition entre les pays du Nord, qui sont les sièges des multinationales, et les pays du Sud, où les recettes des multinationales sont réalisées. Le pilier 1, comme je l'ai dit précédemment, vise uniquement les grandes entreprises multinationales ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards et une rentabilité qui dépasse 10%. Il faut retenir ici qu'avec ces règles de répartition des droits d'imposition entre les pays développés et les pays en développement, le pilier 1 évite les éventuelles tensions entre eux. Quant au pilier 2, son objectif principal est d'instituer un taux d'imposition effectif minimum de 15% sur les profits des grandes multinationales dans le monde afin de lutter contre la concurrence fiscale agressive. Les règles du pilier 2 visent aussi à combattre les stratégies de transfert de bénéfices vers des paradis fiscaux ou des juridictions à faible fiscalité. Si tous les pays du monde appliquent un taux effectif d'imposition minimum de 15%, les multinationales n'auront plus d'intérêt à transférer artificiellement leurs bénéfices. L'institution de ce taux effectif de 15% permet de protéger leur base d'imposition contre l'érosion fiscale. Comme vous le savez déjà, chaque pilier comprend ses règles spécifiques qui visent également des objectifs différents. Étant donné que plus de 30 pays africains ont signé cet accord sur la solution reposant sur 2 piliers, les règles qu'il contient auront un impact réel sur leurs systèmes fiscaux. Pour cette raison, je pense qu'il est très important d'aborder la question cruciale des impacts potentiels des piliers 1 et 2 sur les pays africains. Retenons que ces impacts potentiels sont à la fois positifs et négatifs en ce qui concerne chaque pilier. Pour le pilier 1, j'ai retenu pour vous 2 impacts positifs. Le premier, c'est l'obtention de nouveaux droits d'imposition sur les multinationales, même sans présence physique. Avec ces droits d'imposition, les pays africains peuvent espérer augmenter leurs recettes fiscales en imposant les multinationales dont les sièges sont situés dans les pays développés. Le deuxième impact positif, c'est la possibilité de taxer les bénéfices des multinationales sur la base de la consommation de leurs services sans égard à la présence physique de ces multinationales sur leur territoire. Cette possibilité est bien adaptée aux enjeux de l'économie numérique. Les impacts positifs du pilier 1 pour les pays africains ne se résument pas bien évidemment aux 2 impacts que je viens d'énumérer. Il y en a d'autres, mais je choisis ces 2 impacts parce qu'ils touchent particulièrement les préoccupations des pays africains avec plus d'acuité. Qu'en est-il des impacts négatifs? Je retiendrai 3 impacts principaux. Le premier concerne les recettes fiscales que les pays africains pourraient gagner de cette réforme, qui sont très faibles à cause du seuil très élevé des multinationales soumises aux règles du pilier 1.
En effet, avec la condition d'un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards d'euros et une rentabilité dépassant 10%, il n'y aura que très peu de multinationales exerçant en Afrique qui rempliront ces critères, ce qui réduit sensiblement l'importance des recettes fiscales espérées. Le deuxième impact négatif que je soulèverai est relatif au risque de perte de souveraineté fiscale au profit des règles fiscales du pilier 1. Cela pourrait entraîner à long terme une sorte de dépendance à ces règles et une réduction du pouvoir de décision au niveau interne. Quant au troisième impact négatif, il porte sur le défaut de capacité technique et administrative qui empêche les pays africains de mettre en œuvre efficacement les règles du pilier 1, spécialement le montant A. Cela ralentit le processus de la réforme et diffère la concrétisation des avantages du pilier 1 pour les pays africains. Relativement au pilier 2, il est pertinent de procéder selon la même logique en distinguant tout d'abord les impacts positifs de ce pilier, puis les impacts négatifs pour les pays du continent africain. Concernant les impacts positifs du pilier 2, je mentionnerai premièrement la réduction des incitations au transfert illicite de bénéfices. En effet, avec l'application d'un taux effectif d'imposition minimum mondial sur les sociétés, les multinationales n'ont plus de motivation à transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux qui n'existeront plus avec la mise en œuvre du pilier 2, lequel a également pour effet de stabiliser les bases fiscales nationales. Par ailleurs, je soulèverai la possibilité pour les pays africains d'imposer localement les bénéfices sous-imposés à travers le mécanisme de l'impôt national minimum complémentaire. Cela pourrait résoudre le problème de l'imposition des bénéfices à partir des capitales occidentales où se trouvent les sièges de toutes les multinationales assujetties au pilier 2. Scrutons à présent la question des impacts négatifs du pilier 2 pour les pays africains. À ce titre, j'en ai retenu 3. Le premier impact négatif concerne les recettes fiscales limitées pour les pays africains. En effet, comme les sièges de toutes les multinationales se trouvent dans les pays développés, ce sont eux qui ont plus de possibilités de toucher l'impôt minimum. Le deuxième impact négatif est relatif à la baisse de compétitivité fiscale pour les pays africains, car ils ne pourront plus attirer les investisseurs à l'aide des régimes fiscaux incitatifs comme ils le faisaient auparavant. Les incitations fiscales deviendront inefficaces puisque dans tous les cas, ces multinationales paieront quand même l'impôt minimum. Quant au troisième impact négatif, il porte sur les coûts élevés de mise en œuvre de cette réforme. Pour mieux appréhender et appliquer les règles du pilier 2, les administrations fiscales africaines doivent pouvoir compter non seulement sur un personnel hautement qualifié et sur des équipements informatiques onéreux, mais également sur un appui technique constant, des systèmes d'information interconnectés, une coopération renforcée avec les autres juridictions fiscales, ainsi que des ressources financières durables pour soutenir ces efforts dans le temps. Faute de moyens, la plupart des administrations fiscales ne sont pas suffisamment équipées d'outils informatiques et pratiquent encore la gestion fiscale archaïque. Après avoir abordé la question des impacts de la solution reposant sur 2 piliers pour les pays africains, c'est l'occasion d'analyser les défis auxquels ces pays sont confrontés. Si les pays africains peuvent se féliciter de ce que certaines de leurs propositions aient été intégrées dans les règles du montant B en matière de prix de transfert en janvier 2024, il y a encore plusieurs aspects importants qui ne sont pas encore pris en compte. C'est le défi constant que les pays en développement et les pays africains en particulier rencontrent dans ce processus d'élaboration des règles de la fiscalité internationale. Leurs voix ne sont pas suffisamment entendues. Par ailleurs, l'ATAF, une organisation qui regroupe les administrations fiscales africaines pour renforcer la coopération, les capacités techniques et la mobilisation des recettes sur le continent,
a exprimé des inquiétudes au sujet du montant A. D'après cette organisation, la réaffectation des bénéfices vers les pays africains au titre du montant A ne sera que très limitée et l'épineux problème du déséquilibre actuel dans la répartition des droits d'imposition ne sera pas corrigé. Un autre défi est que les pays africains se voient obligés d'abandonner des taxes numériques ou des mesures unilatérales en échange de la réallocation des droits d'imposition prévus par le montant A. Cela amoindrit leur marge de manœuvre. Pour profiter de cette redistribution, les pays signataires doivent promettre de supprimer toutes les taxes numériques unilatérales qu'elles ont mises en place ou qu'elles envisageaient d'établir, tels que les impôts sur les services numériques imposés à des entreprises comme Google, Facebook, Amazon, etc. La liste est encore longue. Effectivement, ces impositions sont perçues par les grandes puissances économiques, en particulier les États-Unis, comme étant discriminatoires à l'égard de leurs entreprises et contraires à l'esprit d'un accord fiscal multilatéral. Pour relever les défis que je viens d'analyser en rapport avec la solution reposant sur 2 piliers, il importe que les pays africains mettent en place quelques stratégies efficaces. Passons en revue donc quelques-unes envisageables. Les préoccupations des pays africains, bien qu'elles ne soient pas toujours prises en compte, il est important que lors des négociations, ils coordonnent leur prise de position pour parler le même langage de manière à être plus audibles. Dans cet ordre d'idées, ils devraient également songer à élaborer davantage des règles fiscales alternatives au niveau continental concernant l'économie numérique, tout en intensifiant la coopération régionale. Une autre stratégie qui mérite d'être relevée ici, c'est le renforcement des capacités fiscales nationales en dotant les administrations fiscales de suffisamment de moyens financiers et techniques pour l'efficacité de leur action. Si les stratégies présentées ici sont enrichies et complétées, les pays africains pourraient pleinement tirer parti de cette réforme de la fiscalité internationale et en exploiter les opportunités potentielles. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'ai bon espoir que cette chronique vous aura suffisamment éclairé sur les impacts et les défis de la solution reposant sur 2 piliers. Je vous remercie de votre aimable attention et retrouvons-nous très bientôt pour la prochaine chronique pour aborder ensemble la question de la mobilisation optimale des recettes fiscales qui constitue le nerf de la guerre pour les pays africains. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.